Et bonjour à toutes et tous, que vous soyez présents physiquement au centre Étoile Business Center ou que vous soyez à distance, en temps réel ou en mode différé. Donc je suis ravi de vous accueillir aux 3e rencontres du digital et de la finance d'entreprise. Je suis Jean-Claude Devera, président de la DFCG Île-de-France et membre du bureau exécutif en charge des adhérents et des partenaires. Donc j'ai le plaisir de lancer cette session. Juste quelques mots. On ne peut pas démarrer sans vous parler de la DFCG. Donc je dis quelques mots sur la DFCG. Donc pour mémoire, la DFCG est une association sans but lucratif créée en 1964, 3000 membres, tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise, à la fois des grandes entreprises, y compris CAC 40, SBF 120, avec le club que l'on a, CFO 120, mais également des PME, des ETI, ce sera l'objet de la deuxième plénière, et également des startups, puisqu'on a DAF for Good, par exemple, qui soutient des initiatives de startups, et on a également le secteur public représenté au travers des dirigeants finance-gestion du secteur public. Énormément d'initiatives toute l'année, tout au long de l'année, à la fois des groupes de réflexion sur le contrôle de gestion, sur les systèmes d'information, sur la RSE, la fiscalité, enfin tous les sujets qui sont dans votre portefeuille de préoccupation, et également des événements. On fait près de 400 événements, on a des webinaires métiers, on a de nombreux retours d'expérience en mode présentiel ou distanciel. Nous avons 15 régions et on combine des événements conviviaux locaux avec également de l'expertise transmise avec les moyens modernes de communication. La DFCG, c'est aussi, nous sommes également un organisme de formation. On a un catalogue de 90 formations, donc, dans lequel on vous encourage à vous inscrire, et notamment dans le domaine de l'expertise en matière de système d'information, de transformation numérique de l'entreprise, autour de l'automatisation, le pilotage de transformation digitale de la fonction finance, les projets de business intelligence. On a un certificat DFCG en partenariat avec Dauphine. On en est à la 2e promotion, il y en aura une 3e en 2023, sur la digitalisation de la fonction finance, qui vient de démarrer pour la 2e session 18 mars. On a également des formations spécifiques intra-entreprises, donc on peut construire avec les professionnels de la finance. Enfin, on a des parcours labellisés de 10 jours sur notamment le corporate finance, DAF PME, DAF de grands groupes ou contrôle de gestion. Donc tout ça pour vous dire que vous pouvez trouver presque tout à la DFCG, y compris une fondation, puisqu'on essaye d'encourager les jeunes défavorisés par des bourses que l'on remet chaque année au travers pour leur permettre de suivre des formations diplômantes en finance. Donc voilà la DFCG. Bienvenue dans votre association. Et puis pour ceux qui ne nous connaissaient pas encore, je rappelle qu'à 13h30, on fait un accueil nouveaux membres. Alors désolé pour ceux qui sont à distance, vous ne pourrez pas y participer, mais n'hésitez pas à nous solliciter ou solliciter votre région et votre président de région, votre bureau, pour participer aux accueils nouveaux membres, et ça concerne aussi les prospects. Ceci pour le teasing, et je passe tout de suite à la première plénière, à la première table ronde, et je vais demander à nos 3 participants de nous rejoindre et de prendre place. Donc Christophe Babule, CFO du groupe L'Oréal, Jean-Claude Laroche, à la fois président du CIGREF, le club des DSI des grandes entreprises, et DSI de Nedis, lui, donc il a plein de choses à nous dire. Et enfin, Adrien Samaras, qui est Chief, c'est un peu compliqué, hein qui est Chief Product and Strategic Alliance Officer d'Altares. Voilà, je ne me suis pas planté, donc merci pour la régie. Donc vous les avez en ligne. Donc sans plus attendre, je voulais d'abord vous dire qu'effectivement, ces 3e rencontres du digital et de la finance d'entreprise ont vocation à essayer d'apporter de l'aide à la décision et des réflexions et des retours d'expérience. Donc là, on a des gens d'expérience qui vont partager avec vous ces retours, mais aussi de se poser les questions qui sont la vie réelle dans nos entreprises. Et vous avez là des panels. Donc toutes nos sessions sont interactives. Donc on préserve à la fin de la session
à la fois des questions en présentiel et en distanciel. Donc nos amis à distance, vous pouvez poser via le chat toutes vos questions. Donc j'ai tout de suite parlé de la session, et la session, on l'a voulu cette année avec un titre qui s'appelle « Les données et la technologie au service de la stratégie et de la performance ». Et avant de lancer ma première question, parce que vous allez voir qu'on est presque intrusif, ce que je voudrais simplement, c'est que chacun d'entre vous dise quelques mots sur vos entreprises, sur vous-même, ce que vous avez envie de dire. Non, c'est plutôt Christophe, on va le faire dans le sens... Bon. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Christophe Dabulle et je dirige donc les finances du groupe L'Oréal. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà le groupe, mais juste en 3 mots, un leader mondial des cosmétiques, entreprise bien sûr fleuron du CAC 40, environ 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une présence d'environ dans 150 pays en fait. Et puis notre savoir-faire bien sûr, c'est utiliser la recherche pour offrir tout type de beauté dans l'ensemble des communautés humaines dans le monde. Et avec un portefeuille de marques internationales, on a 35 marques aujourd'hui qui sont présentes dans l'ensemble du monde. Bonjour Jean-Claude. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Claude Laroche, donc DSI de Enedis. Bon, Enedis, la distribution d'électricité sur 95% du territoire français. Et par ailleurs président du CIGREF. Donc CIGREF, c'était l'ex-club informatique des grandes entreprises françaises. Bon, c'est une association de 150 grandes entreprises et administrations publiques qui, cumulées, disons, représentent un peu plus de 50 milliards d'euros de budget informatique annuel, et 200 000 personnes qui travaillent dans la filière informatique de ces entreprises, et dont l'objet, c'est d'accompagner les entreprises dans leur réussite de la numérisation de leur activité. Et donc, voilà, j'ai le grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Super, merci Jean-Claude. Adrien, vous êtes peut-être le moins connu. On est un petit peu moins connu, effectivement. Donc Adrien Samaras, moi je suis, donc je vais pas répéter mon titre un peu pompeux, vous avez vu qu'il était un peu compliqué, mais en gros je suis en charge des produits et de la stratégie chez Altares. Altares, c'est une société française, un petit peu plus petite que L'Oréal. On fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires et on opère sur 7 pays, France, Benelux et les pays du Maghreb. Notre métier, c'est la data B2B, avec une promesse qui est finalement d'identifier toutes les sociétés dans le monde, au travers notamment de notre partenariat exclusif avec Dun & Bradstreet, qui est un petit peu plus gros qu'Altares. Donc c'est concrètement 440 millions de sociétés qui sont identifiées dans le monde, sur lesquelles on attribue une clé qui s'appelle le DUNS Number. Et après, notre métier, c'est de collecter un maximum d'informations pour aider les entreprises à prendre des décisions sur différents enjeux, des enjeux de développement commercial, des enjeux pour les directions financières, pour la maîtrise du risque. Et plus récemment, on s'est développé sur des enjeux de conformité et de respect aussi des normes ESG, CSR. Donc voilà à peu près le métier d'Altares. Voilà, et Altares est notre partenaire sur cette session, en sachant qu'on ne peut pas réussir des événements sans avoir des partenaires. Donc merci d'être avec nous pour cette session. Alors ma première question, sans vouloir être un dinosaure, je voulais poser la question, pourquoi finalement ces actions sur les données n'ont pas été lancées dans les années 80 ou 90, c'est-à-dire au moment où on avait une démarche qualité, parce que finalement on se rend compte qu'un certain nombre de dysfonctionnements qu'on a en aval, on aurait pu les traiter en amont. Donc première remarque, est-ce que c'est un problème de maturité de la gouvernance? Est-ce que c'est un problème du poids des investissements qui ont été faits sur les process et sur les ERP qui nous laissaient supposer qu'on allait traiter le sujet des données? Ou est-ce que c'est un sujet d'absence de technologie adaptée aux besoins? Alors je vais commencer peut-être par Jean-Claude. Oui, alors vu de moi, le problème que vous posez, il a
beaucoup évolué ces 2 dernières décennies pour des questions qui sont essentiellement technologiques en fait. Quand on parle d'intelligence artificielle, par exemple aujourd'hui, on parle beaucoup de techniques qui sont des techniques statistiques pour lesquelles les algorithmes existaient depuis bien longtemps. Mais de fait, depuis 2 décennies, on a vu augmenter considérablement les capacités de traitement et de stockage dans les data centers. On a vu s'améliorer de façon exponentielle les capacités qu'on a dans nos terminaux. Et pour finir, les réseaux de télécommunications ont franchi un cap considérable. Ce qui fait que les données massives qu'on ne pouvait pas exploiter à l'époque, aujourd'hui, deviennent exploitables. Alors, à partir du moment où ils deviennent exploitables, se posent toutes les questions que vous posez. C'est-à-dire la question de la gouvernance autour de la donnée, une donnée, d'où elle vient et qui elle appartient, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Quels sont les droits qu'on a dessus, comment on veut la protéger, etc. Et puis, toutes les questions qui sont liées à sa qualité de la donnée. Bon. Mais de fait, on ne s'est pas attaqué à ces questions-là vu de moi, tout simplement parce qu'on n'avait pas les capacités d'exploiter les données. Donc voilà ma perception du problème tel que vous l'avez posé. Merci beaucoup. Adrien, un autre angle d'attaque de notre expert métier? Je dirais qu'il y a toujours eu un intérêt pour la donnée. C'est pas nouveau. Simplement, il y a 30 ans, l'accès, finalement, les moyens à mettre en œuvre pour garantir une qualité de données au sein des entreprises, c'était des moyens qui étaient essentiellement humains. Et ce qu'on peut constater la plupart du temps, c'est que les travaux étaient faits uniquement quand les conséquences de la non-qualité étaient trop importantes. Concrètement, ça se passait comment? On embauchait une armée de stagiaires et puis on faisait du nettoyage de bases de données. Je pense qu'on a tous connu ça il y a quelques années. Et éventuellement, quand on avait du budget, on faisait appel à une société comme Altares pour le faire à notre place. Ce qui a véritablement changé au cours, on va dire, des dernières 10 années, c'est l'explosion des nouvelles technologies et surtout leur démocratisation. Là où avant, ça nécessitait des projets informatiques complexes, maintenant, c'est des technologies qui sont quasiment plug and play et qui permettent de garantir sur l'intégralité finalement des systèmes une qualité, une mise à jour, sans que cela soit finalement trop coûteux. Donc il y a aussi, je pense, une rationalisation des coûts, mais aussi une démocratisation. Donc aujourd'hui, on voit de moins en moins de projets qui se font sans que la donnée soit centrale. Et je dirais que c'est pas si vieux que ça. Il y a 10 ans, je pense, quand vous avez lancé votre projet pour le groupe Lafarge, vous étiez plutôt pionnier. Il fallait convaincre que la donnée c'était important dans un projet SI de type mise en place d'un ERP, mise en place d'un CRM. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun projet dans lequel cette brique-là n'est pas centrale. Je pense que de par nos usages personnels, de par notre vie quotidienne, on a tous compris que la donnée était un élément indispensable de la performance. Voilà, ce qui facilite un peu notre vie, mais qui permet aussi d'adresser plus d'enjeux. Très bien, donc merci. Je voulais lancer un peu le débat par cette remarque. C'est vrai que j'ai mis en place de la gouvernance de données dans la fin des années 80 et je me dis pourquoi pas les autres, hein, donc, mais bon. Alors, ma première question, c'est finalement, pour répondre au titre de cette session, c'est finalement la donnée et la technologie au service de la stratégie. Dans quelle mesure ça change la donne en matière de conception de stratégie et de mise en œuvre de la stratégie des entreprises? Alors peut-être, Christophe... Oui, ben moi je peux témoigner en tous les cas de comment on aborde le sujet, enfin comment la donnée est en train de changer notre stratégie. Et je prendrai l'exemple finalement de ce qu'on appelle le go-to-market, donc c'est-à-dire comment aborder un marché. Aujourd'hui, lorsque vous devez lancer une marque par exemple dans un marché spécifique, il est indéniable qu'il y a peut-être 20 ans, on pensait d'une façon assez unique, c'était par quel point de vente on va commencer. Et aujourd'hui, définitivement, la stratégie est multiple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas aujourd'hui, je pense notamment dans les pays d'Asie, où de façon très naturelle, le go-to-market, donc la stratégie, ce sera d'abord d'apporter le contenu sur le digital, ensuite de commencer par une vente via du e-commerce, et dans un troisième temps, on va penser ensuite à installer la marque chez un premier client, puis d'autres clients. Donc, ça a vraiment révolutionné notre façon d'aborder les marchés aujourd'hui avec nos marques. Et je peux vous dire que même si aujourd'hui en Europe, le e-commerce a considérablement avancé là depuis 2 ans,
c'est un phénomène induit du Covid. On est encore très très loin de ce qui se passe aujourd'hui dans certains marchés, je pense notamment à la Chine. Pour que vous sachiez quand même, en Chine, un groupe comme L'Oréal, qui fait quand même plus de 6 milliards d'euros dans un seul pays, 60% des ventes, donc je dis bien 60% des ventes, sont réalisées aujourd'hui en e-commerce. Donc c'est pour vous donner un ordre de grandeur aujourd'hui sur un marketeur ou un commercial. Il va naturellement penser d'abord à positionner son produit sur le digital et dans un deuxième temps, penser à distribution brick and mortar. D'accord. Jean-Claude, je crois que vous pensez à des choses qui ont été vraiment disruptives, comme on dit aujourd'hui, en matière de le poids de la donnée et du digital dans les stratégies d'entreprise. Oui, disruptif. Il y a au moins 3 domaines dans lesquels la donnée et le digital finalement font bouger les entreprises. Il y a dans la façon dont elles interagissent avec leurs propres collaborateurs déjà, d'une part. D'autre part, il y a la façon dont elles-mêmes leur processus industriel. Et puis troisièmement, il y a aussi leurs produits, services pour leur clientèle. Je peux prendre 2 exemples rapidement. Si je prends l'exemple du distributeur d'électricité Enedis, aujourd'hui on est en train de doubler le réseau de distribution électrique par un réseau digital total. On le voit depuis les compteurs communicants qui remontent, qui peuvent remonter beaucoup de données en fonction de ce que les clients veulent, et puis vers lesquels on peut descendre aussi beaucoup de données. Pareil, la conduite du réseau se fait de manière de plus en plus digitale. Donc, de ce fait, on a beaucoup de données et nous devenons un opérateur de données énergétiques de confiance pour les collectivités territoriales, notamment qui veulent mener leur transition énergétique. Ce positionnement-là, il est très différent d'un positionnement stratégique finalement, et très différent de celui que nous avions auparavant, qui consistait à acheminer de l'électricité auprès de tout le monde. Maintenant, nous devenons un enabler finalement de la transition écologique pour les territoires, et ça, c'est un virage stratégique. Deuxième virage stratégique, par exemple, qui peut être lié à la data et l'industrialisation. Les grandes entreprises industrielles, par exemple, qui travaillent sur la base de jumeaux numériques, finalement, se passent de plus en plus maintenant de la construction d'un prototype. Aujourd'hui, on peut faire un avion de chasse intégralement numérique, sans avoir forcément besoin de construire un prototype ou une tête de série. Et y compris, on peut concevoir l'usine de manière numérique qui va assembler l'avion. Et ça permet des réductions de coûts absolument considérables, mais ça permet aussi de gagner en qualité de ce qu'on conçoit. Donc voilà des éléments qui font bouger la façon dont les entreprises conçoivent leur métier, et y compris leur stratégie vis-à-vis de leur environnement extérieur. Parfait, superbe exemple. Adrien ? Je dirais que la donnée a toujours été au cœur des décisions stratégiques. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau. Depuis 30 ans, les sociétés font appel notamment à des cabinets de conseil qui, eux, vont cruncher de la donnée diverses et variées pour aboutir à des recommandations et à des décisions stratégiques. Ce qui a peut-être changé aujourd'hui, c'est la plus grande accessibilité de la donnée, la meilleure valorisation de ses propres données, ce qui fait que les entreprises sont potentiellement plus autonomes dans leur analyse de marché, dans leur analyse de potentiel. Je vais prendre un exemple concret. Pour Altares, on a appliqué ça, on dit souvent le cordonnier le plus mal chaussé, mais là, on l'a plutôt bien fait. Il y a 5 ans, il y a une loi qui a été promulguée, la loi Sapin 2, sur la transparence dans les affaires. Ça a généré chez nous énormément de questionnements sur l'opportunité que ça pouvait représenter, comment on pouvait aider nos clients finalement à répondre à ces nouveaux enjeux réglementaires. Et donc, on a simplement utiliser nos bases de données pour évaluer le marché, pour évaluer le nombre de sociétés qui allaient être assujetties à cette nouvelle réglementation. Et de là, on a investi dans des sociétés on a une société qu'on a acquise. 5 ans plus tard, je ne vous aurais pas donné cet exemple si ça n'avait pas été un succès. 5 ans plus tard, voilà, c'est une des BU les plus importantes de notre groupe. Et ça s'est basé sur des études qu'on a fait nous-mêmes sans s'appuyer sur des experts externes. D'accord. Donc, on voit bien l'impact sur les modèles opérationnels des entreprises, et dans certains cas, ça change même le métier de l'entreprise. Absolument. D'accord. Super. Merci beaucoup pour cette première partie relative à la stratégie. La deuxième question, parce qu'on reste des financiers, on se pose aussi la question de la performance. Et finalement, est-ce que la donnée, la technologie est un levier de performance ? Et là aussi, on essaye d'être également calé sur des exemples concrets. Donc, je pense que
Je vais commencer par Enedis. Je crois que vous avez des cas d'usage dans votre métier, notamment, qui montrent comment on peut mieux utiliser les ressources ou les actifs. Ça, c'est certain. On en a beaucoup, donc du coup, je sais. Je ne saurais même pas par quoi commencer, mais par exemple, quand on a besoin d'acheminer, je ne sais pas moi, par exemple, quand on a besoin d'acheminer des transformateurs au plus près du terrain, quand il y a eu une tempête quelque part, et qu'on a des matériels qu'on veut acheminer de partout en France sur le lieu de la tempête pour pouvoir réalimenter le plus vite nos clients, la géolocalisation de nos matériels à travers des objets connectés est un des éléments qui nous permet d'optimiser les gestes que nous allons faire pour pouvoir faire en sorte d'être le plus performant possible sur le lieu de l'avarie climatique, et ce, à moindre coût. Donc, en fait, à la fois la performance vue du client final, vue de nos partenaires externes, mais aussi la performance financière, sont deux choses qui ne s'opposent pas, bien au contraire, et qui sont rendues possibles par l'usage de la donnée, pour prendre un exemple. D'accord. Dans les produits de grande consommation, énorme. Énorme. Je vais vous donner 3 exemples concrets aussi, ça va vous parler. Donc, d'abord, dans la recherche, le groupe dépense maintenant plus de 1 milliard d'euros par an en recherche. Donc, modéliser et s'assurer que nos produits vont respecter toutes les conditions et de peau et tous les tests, etc. Modéliser ça avec de la data, c'est devenu un enjeu très important. Ça accélère la mise sur le marché. Ce sont des millions et des milliards d'opérations. Et d'ailleurs, le groupe a signé récemment un accord de coopération avec Verily. Verily, qui est en fait une antenne de Google, spécialisée dans la récupération justement de données auprès de cohortes de 10 000 personnes qui font des tests tous les jours sur la peau et sur d'autres fonctions. Donc ça, c'est sur la partie recherche. Sur la partie marketing, eh bien, effectivement, nous, la data elle est utilisée au quotidien pour activer nos consommateurs. C'est plus de 400 millions de ce qu'on appelle first party data qui est utilisé tous les jours. C'est des milliards de contacts via Google et tous les réseaux sociaux. Et donc, on utilise la data pour cibler en fait nos consommateurs. Et troisièmement, bien sûr, dans le domaine industriel, et je pense notamment à la supply chain, où je vous donne un exemple très concret. La plus grosse opération commerciale mondiale, elle a lieu chaque année en Chine, le 11 novembre. À l'échelle d'un groupe comme le nôtre, c'est plusieurs centaines de millions d'euros facturés en un seul jour. Et c'est plus de 10 millions de colis à expédier en quelques jours. Vous pouvez bien imaginer que si vous n'avez pas de la data, si vous n'avez pas des systèmes d'intelligence artificielle qui ont accumulé, disons, de la donnée sur les opérations précédentes, il est impossible de modéliser quel produit vous allez vendre dans quelle région et dans quelle ville. D'autant plus que la promesse en Chine aujourd'hui, c'est de pouvoir livrer en 2 jours ou voire en 1 jour dans les grandes villes. Et donc tout ça, c'est le fruit de modélisation à travers beaucoup de data, énormément de data. Et puis, plus que cela, c'est aussi des systèmes d'intelligence artificielle pour modéliser tout ça. D'accord, merci beaucoup. Adrien, je pense que vous avez des cas d'usage de nature différente, peut-être les fonds de roulement, le cash. Disons que voilà, c'est sur notre métier, sur notre cœur de métier, on adresse les enjeux des directions financières et donc effectivement, pour pouvoir créer un projet data, il faut le relier à un enjeu opérationnel fort, notamment l'amélioration du cash, l'amélioration des fonds de roulement. Donc typiquement aujourd'hui, nos clients utilisent nos bases de données pour venir complémenter leur vision à 360 degrés sur leurs clients notamment. L'objectif, c'est de prendre finalement des bonnes décisions à l'entrée en relation, s'assurer que les clients sont solvables. Donc là, tout est un mécanisme de scoring, d'automatisation des décisions. Par le passé, la décision était très manuelle et elle était finalement que sur un périmètre restreint du scope d'une entreprise. Aujourd'hui, les technologies nous permettent d'automatiser énormément de ces décisions. Et le credit management, finalement, devient un axe de différenciation commerciale. Je pense que ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Par nos usages personnels, aujourd'hui, on a du mal à accepter qu'il faille attendre 1 mois pour recevoir une proposition et pour contractualiser. Donc il y a vraiment un mouvement de fond vers une digitalisation du processus de contractualisation
Et donc les nouvelles technologies et la data permettent d'automatiser tout ça et finalement de rendre un service qui est plus adapté en termes de clients. Et donc la finance devient un service rendu pour le client au même titre que le produit que l'on va délivrer en tant que tel. D'accord. Un élément complémentaire de ma propre expérience, donc je m'autopose une question. Nous avons initialisé donc, dans un grand groupe des matériaux de construction une démarche mondiale sur la connaissance des tiers. La connaissance des tiers au niveau mondial a progressé de manière relativement rapide, y compris sur des pays qui étaient mal couverts sur ces sujets de données sur les tiers. Ça nous a permis de mettre en évidence que, par exemple, dans certains pays, la relation avec les fournisseurs n'était pas bien coordonnée. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte en Chine, pour ne pas le nommer, que les conditions appliquées à nos usines en Chine par le même fournisseur étaient totalement discriminantes. Donc ça nous a permis d'aligner en Chine les conditions d'achat, indépendamment du business ou de l'usine qui travaillait avec les fournisseurs. Et un autre exemple, incohérence des conditions de paiement des clients. Là, dès que vous avez la vision consolidée du business que vous faites et des encours par client, vous pouvez vous reposer la question de quelles sont les conditions qui sont accordées d'un groupe vers un autre groupe ou vers une autre entreprise. Donc, et là, vous avez des quick wins, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que vous pouvez rapidement avoir un bénéfice interne pour l'entreprise. Ouais, si on parle de quick win, je pense qu'il y a une donnée vraiment qui est capitale, qui n'est pas fréquemment utilisée ou pas suffisamment utilisée dans les entreprises, c'est la donnée d'appartenance à un groupe. Je prends un groupe comme L'Oréal, si vous me le permettez, c'est en fait une constellation de sociétés, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers dans le monde. Et lorsque vous contractez, vous ne contractez pas nécessairement avec L'Oréal, écrit L'Oréal, vous contractez avec une de ses filiales. Intégrer cette donnée de lien capitalistique finalement dans ces systèmes d'information, ça a de l'intérêt pour tous les métiers. Vous venez de citer le métier des achats, ça permet de massifier finalement ces achats et de comprendre qu'on est finalement un client plus important que ce que l'on pensait. Côté commerce, ça permet aussi d'avoir une vision plus large de la pénétration d'un compte et donc de définir des stratégies plus efficaces. Je vais prendre un exemple. Faites-vous plaisir, Adrien. Je vais prendre un exemple, mais c'est un vrai exemple. C'était le patron ou la patronne d'un grand groupe énergétique qui avait rendez-vous avec un de ses principaux clients et qui appelle son directeur commercial et qui lui dit combien on fait avec ce groupe-là? Et là, le directeur commercial, attends, je vais demander aux équipes. Et finalement, la réponse, elle n'est jamais revenue. Pourquoi? Parce que d'une question aussi simple, ça générait des multitudes finalement d'analyses, de bases qui ne se parlaient pas entre elles. Cette simple question, ça a permis de générer un projet de CRM groupe chez cet énergéticien et où le besoin initial était de comprendre vraiment le business qui était fait avec ses clients. Et donc ça s'est fait au travers d'un outil, mais ça s'est aussi fait au travers de la donnée, notamment de cette donnée-là qui pour moi a beaucoup de valeur. Voilà, dernier exemple, puisque vous insistez et que j'adore ce sujet, certains clients sont aussi fournisseurs. Donc d'avoir la vision dans les deux sens du business que l'on fait, c'est pas inutile non plus. Donc merci Adrien. Je vais passer à... On a regardé un peu le rétroviseur, ce qui se fait aujourd'hui, mais je vous attendais aussi de ce genre de session qu'on essaye de se dire mais qu'est-ce qu'il y a devant nous en matière de données et technologies. Donc les questions que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous voyez l'évolution des pratiques, des usages en matière de données et de technologies dans les 3 ans qui viennent. Je ne demande pas à 10 ans, mais à 3 ans, c'est plus facile. Donc, je crois que c'est Christophe qui commence. Christophe, comment vous vous positionnez? Comment vous voyez les... Alors, pour nous, la data, c'est devenu un enjeu vraiment stratégique. Donc, et là, c'est le directeur financier qui parle. Moi, quand je pense à la data, je pense bien sûr en termes de qu'est-ce que la data va m'apporter en termes de création de valeur. Donc, tout est conçu sous ce modèle-là, création de valeur. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même une science qui est assez jeune. Les technologies maintenant nous donnent énormément de possibilités pour modéliser les choses. Et dans un groupe comme le nôtre, forcément, on a énormément de data, donc ça permet d'affiner la science. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir comprendre
quelle est la génération de valeur que va apporter la data dans tous les domaines. Et il y a surtout un domaine aujourd'hui qui, pour un groupe comme le nôtre, est critique, bien sûr, c'est tout ce qui concerne la performance dite extra-financière. Le groupe est engagé dans une transformation profonde. On s'appuie sur les science-based targets pour s'assurer que dans les échéances 2025-2030, le footprint du groupe soit neutre. Donc c'est une révolution au sein d'un groupe comme le nôtre. Ça passe d'abord par une révolution au sein de la recherche. Il faut basculer toutes les formulations des produits avec les green science. Ça passe par, bien sûr, éduquer aussi nos consommateurs, dans la mesure où plus de la moitié de notre footprint en termes d'émissions carbone, c'est l'usage que l'on fait de nos produits, notamment l'eau chaude que vous utilisez tous les matins pour rincer votre shampoing. On s'engage à essayer de le réduire. Et donc, la donnée qui concerne toutes ces thématiques-là, surtout la donnée qui concerne l'environnement, tous les sujets de durabilité, je peux vous dire que c'est vraiment un énorme enjeu pour un groupe comme le nôtre. Et c'est un énorme casse-tête parce que là, vous touchez du doigt une thématique complètement transverse à l'entreprise. Il faut aller récupérer de la data qui est dans les mains des acheteurs, et récupérer de la data qui est essentiellement pilotée par les gens de la supply chain, mais aussi ceux qui s'occupent de l'immobilier. Enfin bref. Et donc, comment s'organiser en interne pour essayer de récupérer de la data fiable, de qualité, construire des datasets à l'échelle d'un groupe comme le nôtre. Pour nous, enfin en tous les cas pour moi en tant que directeur financier, c'est un des plus gros enjeux que l'on ait à maîtriser aujourd'hui en termes de data. Et donc, mais il faut qu'on le fasse, parce que de toute façon, il n'y a pas de, comme on dit en anglais, il n'y a pas de plan B. Et donc, on a quelques années devant nous pour régler le sujet. Et sans data, ça sera très difficile d'arriver à atteindre nos objectifs de carbone neutrality à l'échéance 2025 pour nos sites de production ou à l'échéance 2030 pour l'ensemble du groupe. Oui, d'autant plus que la taxonomie des indicateurs à mesurer en matière d'ESG n'est pas totalement arrêtée. Alors, c'est ce qui rend l'exercice encore plus charmant, n'est-ce pas? C'est qu'il faut s'organiser dans un contexte où aujourd'hui vous êtes dans un état gazeux, puisqu'effectivement la réglementation n'est pas complètement définie. Et donc, il faut être assez ambitieux et assez... enfin, il faut faire preuve de déterminisme pour avancer dans cet environnement qui est encore non stable. Et donc, bien sûr, on espère tous que, en matière de taxonomie, on puisse avoir des directives claires, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la jungle. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Jean-Claude, le contexte en Europe change, et je pense que vous avez des choses à nous dire qui vous paraissent aller dans le bon sens. Oui, je vais continuer à nous faire collectivement sortir de notre zone de confort, comme on dit. Parce qu'en fait, compte tenu de ce qui vient d'être dit, mais aussi compte tenu de l'impact que le numérique peut avoir sur tous les citoyens, et puis de la valeur qu'on peut créer à partir de la data devient un sujet politique. Devient un sujet politique, et ça, on a moins l'habitude dans nos entreprises de le traiter en tant que tel. Mais je voulais vous prendre quelques exemples. Aujourd'hui, l'Europe est engagée dans la mise en place d'un véritable paquet législatif autour de la data, mais un paquet considérable, dont je vous invite à vous intéresser à ça, parce que ça va avoir un impact totalement majeur sur la façon dont on utilise les données à l'avenir. Il y a le RGPD, tout le monde le connaît, la protection des données personnelles, etc. C'est vécu par beaucoup d'entreprises comme un risque et comme une contrainte. Mais il y a deux textes là qui viennent d'être, alors pour l'un sortir du trilogue, et puis pour l'autre, je crois qu'il y a encore. C'est le DMA et le DSA, Digital Markets Act et puis Digital Services Act, qui, notamment pour le Digital Market Act, nous intéresse beaucoup côté SIGREF, parce qu'il définit ce qu'on appelle les gatekeepers, c'est-à-dire des grands fournisseurs d'accès, des grands contrôleurs d'accès à l'Internet, c'est grosso modo les GAFAM, et fait peser sur ces acteurs un certain nombre d'obligations, notamment dans le but de rééquilibrer la relation contractuelle qu'on peut avoir quand on est un grand groupe client, mais d'une façon générale quand on est un client de ces groupes-là avec ces grands fournisseurs.
Il y a le Data Act qui vient de sortir. Le Data Act, c'est un texte qui va entamer son parcours législatif au niveau européen. C'est un texte qui, pour les données non personnelles, crée des conditions d'obligation de partage entre les entreprises, y compris parfois des entreprises concurrentes, pour pouvoir créer des espaces communs pour en tirer de la valeur. Et l'initiative Gaia-X au niveau européen va dans ce sens-là, mais ça va devenir une obligation légale et réglementaire. Mais par ailleurs, ce texte, le Data Act, prévoit aussi de protéger la donnée non personnelle de l'extraterritorialité du droit de pays non européens. Ce qui d'ailleurs, au passage, peut poser des problèmes à des groupes qui sont implantés mondialement. Donc ce sont des sujets qui sont totalement majeurs. Par ailleurs, il y a un AI Act, un acte sur l'intelligence artificielle qui est en préparation. Il y en a un autre sur la Cyber Resilience Act pour préparer les entreprises à se protéger contre les attaques cyber. Une deuxième directive NIS 2, enfin sur la protection des réseaux et des systèmes d'information. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la création de valeur à travers la donnée va se faire au travers du respect d'un paysage réglementaire qui est un paysage réglementaire extrêmement dense, fourni, qu'il faut appréhender dans son ensemble et qui peut être vu de deux manières, soit sous l'angle de la performance, y compris performance extra-financière, soit sous l'angle de l'analyse de risque dans les entreprises. Donc ça, ce sont des sujets qui, dans les 5 ans, vont changer du tout au tout le paysage de la façon dont on utilise les données. D'accord, super. Et vous n'avez pas cité un mot, ça m'étonne. La souveraineté, c'est pas quelque chose... Oui, alors la souveraineté au SIGREF, c'est un terme qu'on n'aime pas bien. Alors pourquoi on l'aime pas bien ? D'abord parce que la souveraineté, pour nous, c'est pas un attribut des entreprises, c'est un attribut des États. C'est une problématique étatique. Deuxièmement, parce que nous, en tant qu'acteurs économiques, ce qui nous intéresse, c'est de maîtriser notre avenir, de protéger nos données, mais de faire aussi du business, quoi. Donc, ça se marie pas bien avec la notion de souveraineté. Donc, nous, ce qu'on utilise notamment pour la protection des données du côté SIGREF, c'est une notion notamment de cloud de confiance. C'est-à-dire un cloud qui permette d'avoir une relation contractuelle équilibrée, qui nous permette aussi de faire jouer la concurrence, qui nous permette également d'être cyber-protégés, entre guillemets, et qui nous protège contre l'extraterritorialité du droit de pays pour lesquels on ne souhaiterait pas que leur loi leur donne accès à nos données de façon facile. Une fois qu'on a dit tout ça, on a créé un label, un référentiel là-dessus, mais ce référentiel, on ne peut pas dire qu'il soit souverain en tant que tel. La souveraineté, ça voudrait dire que, y compris dans nos data centers, toutes les technologies utilisées sont des technologies françaises ou européennes. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, on est dépendant de A à Z. On ne fabrique pas nos semi-conducteurs. Quand vous achetez un laptop, vous allez l'acheter en Chine. Ou quand vous utilisez vos systèmes d'exploitation ou vos systèmes bureautiques, c'est en général des systèmes américains. Donc, il faut mesurer ce qu'on met derrière les termes. Et c'est la raison pour laquelle nous, le terme de souveraineté, on l'utilise pas trop. Que l'univers politique, et notamment tous les candidats à la présidentielle à l'heure actuelle, aient beaucoup ce terme très bien. Ça veut dire qu'ils souhaitent que l'Europe réacquiert la maîtrise de son destin dans le domaine du numérique, et on ne peut que s'en réjouir. Mais aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, c'est pas celle-là. Et donc nous souhaitons surtout maîtriser nos opérations, nos affaires, pouvoir créer du business, nous protéger en tant que de besoin, et ce à travers des dispositifs qui nous permettent de le faire. D'accord, mais merci d'avoir éclairé quand même le travail remarquable qui a été fait par notre commissaire européen Thierry Breton, par exemple. Oui. Voilà. Adrien. J'ai envie de rester sur cette thématique avec l'actualité et le conflit qui a actuellement lieu en Ukraine et les conséquences immédiates que ça a sur la souveraineté des données. Aujourd'hui, nos clients viennent nous voir pour savoir quels sont leurs clients et ou fournisseurs qui ont des relations avec des personnes ou des structures qui sont soumises à sanctions. Ça, c'est pour répondre à un besoin hyper important de se protéger et puis de garantir sa réputation et puis d'éviter soi-même des sanctions. Mais en parallèle, il y a des directives qui sont en train d'être établies. L'Union européenne, à partir du 15 avril, ferme l'accès aux données européennes à toutes les entreprises russes. Donc nous, on a dû par exemple concrètement lister tous nos utilisateurs qui étaient présents sur les territoires de la Fédération de Russie et couper accès aux données sur les entreprises françaises. Et donc
la guerre, finalement, elle s'établit également sur le plan numérique, avec un mur qui commence à se construire, où les informations vont être de moins en moins partagées. Donc ça, c'est une application concrète, finalement, de ces blocs et de la manière dont les données ne circulent plus, finalement, librement entre les différents espaces. Ça se passe dans la vraie vie, dans la vie physique, mais ça se passe aussi dans la vie numérique. Là aussi, je fais référence à mon histoire personnelle et aujourd'hui, on doit surveiller les entrées d'actionnariat qui ne seraient pas souhaitables. Donc, on doit mettre en place des processus pour être alerté sur le fait qu'on ne souhaite pas faire du business avec certaines familles qui ne sont pas recommandables. Donc, ça a donné un témoignage à Jean Claude. Oui, juste un petit mot sur la Russie, parce que en fait, et je reboucle sur la souveraineté. En fait, aussi cette question de la souveraineté, elle se pose de plus en plus dans les questions numériques, parce qu'il y a l'immersion de questions géopolitiques absolument gigantesques là dans le paysage. Et nous, on a pu constater au niveau du SIGREF, dans nos adhérents, que nos adhérents, par exemple, qui ont une activité en Russie, mettons que cette activité ne soit pas sous le coup des sanctions, mais qui utilisent dans le cadre de leur activité en Russie des logiciels, par exemple leur système d'exploitation, leur système bureautique américain dans le cloud, aujourd'hui claquent des dents sur le fait que du jour au lendemain, ils puissent ne plus avoir de SI du tout pour leur activité en Russie. Et ça repose derrière les questions de quelle maîtrise on a de nos propres outils, etc. D'accord, ok, super. Merci beaucoup pour... Et on arrive à la question la plus difficile pour vous, parce qu'il va falloir gérer l'interactivité des questions. Moi, j'ai toujours des questions en réserve, bien sûr, mais est-ce qu'il y a déjà une question dans la salle ou via le chat à notre panel ? Je vous avais dit que c'était interactif, donc vous êtes prévenus. Une question du chat. Oui. Donc, la question est pour Christophe Babule. Donc, la data utilisée par la direction financière de L'Oréal est-elle connectée aux données de production et de vente marketing ? Alors, pour nous, une direction financière, c'est quoi ? C'est surtout déjà la mesure de la performance. Et donc la mesure de la performance, bien sûr, elle va de l'amont à l'aval. Et donc on ne peut pas mesurer la performance si déjà on ne peut pas comprendre en amont quelles sont les prévisions marketing. Et donc avant de réaliser une vente, il faut savoir quelles sont les intentions de vente. Et donc l'objectif aujourd'hui, par exemple, des fonctions de gestion, c'est justement de sortir de l'univers qui est produit par L'Oréal et d'aller très en amont dans la chaîne. Puisqu'encore une fois, aujourd'hui, avec la data, quand vous surveillez les réseaux sociaux, dans des grands pays, je pense notamment aux États-Unis, Chine, il y a tellement de data en circulation que vous pouvez très bien anticiper des intentions d'achat et sur la base de l'intelligence artificielle que vous nourrissez chaque année, déterminer des comportements à 2 jours, 5 jours, 8 jours. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'à l'échelle d'un groupe comme le nôtre, on vend quand même 7 milliards de produits par an. Chaque fois qu'il y a un petit écart de 1%, vous pouvez imaginer ce que ça représente. 1% ou 2% en plus qui est non prévu, c'est une usine en plus à l'échelle d'un groupe comme le nôtre. Et donc, on est forcé absolument de ne pas se cantonner, disons, à la lecture des ventes au jour le jour. Ce qui est très important, c'est de se projeter le plus en amont possible. Et ça, c'est un enjeu économique très important, parce que c'est un enjeu économique, bien sûr, pour l'industrie. Chez nous, c'est 40 usines. C'est 40 usines qui travaillent avec des millions de fournisseurs sur l'ensemble de la planète. Et je peux vous dire que produire un flacon en verre, ça ne s'improvise pas comme ça du jour au lendemain. Donc il faut absolument que l'on soit connecté, bien sûr, avec la chaîne en amont, pour faire en sorte que nos fournisseurs puissent en temps et en heure être prévenus de quels vont être les volumes demain en Chine, après-demain aux États-Unis. Donc c'est pour ça que pour nous, la data aujourd'hui, enfin moi c'est comme ça que je la vois, c'est vraiment un enjeu critique de création de valeur à l'échelle d'un groupe. Et donc, d'ailleurs, c'est au sein de la direction financière qu'on a le data analyste et la personne qui s'occupe de la gouvernance de la data est à mes côtés. Un chief data officer. Absolument. C'est vraiment pour s'assurer qu'on met les moyens
pour structurer, disons, les équipes, faire en sorte qu'on ait des domaines bien définis, une taxonomie en place, une data qui soit disponible, propre, et ce qu'on appelle les datasets à disposition. Ça peut être des commerciaux, ça peut être des gens du marketing, ça peut être de plus en plus aussi, bien sûr, dans l'industrie, et de faire en sorte qu'on puisse de plus en plus modéliser. Et je porte une attention particulière justement à faire en sorte que chaque usage case, comme on dit, les business cases à la demande des différents métiers, comme il y en a de plus en plus, s'assurer qu'on traite en priorité ceux qui vont générer le plus de valeur à l'échelle du groupe comme le nôtre. Donc c'est vraiment au cœur de de nos préoccupations aujourd'hui, c'est d'avancer vite sur ce registre. D'autres éléments de réponse? Moi, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. Walmart. Les prévisions commerciales de Walmart sont directement liées au taux d'usage des parkings dans les centres commerciaux. Donc, et c'est beaucoup plus fiable que de demander aux équipes de management de faire des prévisions commerciales. Donc, ils consolident l'usage des parkings et donc ils fiabilisent le chiffre d'affaires prévisionnel lié à cette présence dans les parkings des centres commerciaux. Donc, nous, par exemple, on a en temps réel, dans les très grands marchés, le suivi du buzz marque par marque, pas seulement des nôtres, mais aussi celle de nos concurrents. Et donc, on mesure en temps réel. Vous allez chez L'Oréal Chine, par exemple, on a une data room où vous avez des grands écrans qui mesurent en temps réel le buzz de nos marques, et ça nous donne une température en temps réel, disons, des gens qui interagissent sur les réseaux sociaux, et avec en plus la capacité aujourd'hui, grâce à la technologie, de savoir si le buzz est positif, négatif ou neutre. Et donc ça, ce sont des outils aujourd'hui qui sont vraiment démocratisés au sein d'un groupe comme le nôtre pour avoir une meilleure connaissance des ventes à venir. Ok, super. Une autre question, Céline? Non? Une question dans la salle? Oui, plein. Bougez pas. Bonjour. Je voulais connaître l'impact de la data sur les métiers dans vos services financiers. Comment cela a évolué? Par exemple, est-ce que vous intégrez dans vos services des data analystes? Voilà, merci beaucoup. Alors, donc nous, ce qu'on a vraiment déjà, pour moi, la data, en tous les cas, c'est comme ça qu'on la traite chez nous. Il y a 3 grands domaines. Il y a bien sûr le domaine des systèmes d'information, c'est-à-dire la mise à disposition des outils qui vont pouvoir traiter de la donnée à très grande échelle. Il y a tout ce qu'on considère comme la data governance, donc c'est-à-dire la structuration de la donnée. Et troisièmement, ceux qui en font l'usage, donc ça peut être des marketeurs ou des commerciaux. Donc, dans les métiers de la finance, déjà, il y a une direction en charge de cette gouvernance de la data. Ça commence par définir des domaines, et chez nous, on en a défini à l'échelle du groupe 18. Et donc, pour chacun de ces domaines-là, il y a déjà un data owner qui va être en charge de structurer cette donnée. Donc, par exemple, dans mes équipes, il y a en l'occurrence une data owner, donc une personne avec une petite équipe aujourd'hui de 3 ou 4 personnes, dont le métier au quotidien, c'est de structurer la donnée, de préciser la taxonomie et de faire en sorte que cette donnée soit disponible en temps réel. Donc ça, c'est un premier, disons, une des premières capabilities d'un côté. Et puis, effectivement, on voit apparaître de plus en plus des data scientists sur des sujets très spécifiques liés à des cas d'usage. Et je pense que c'est un métier qui va être amené à se développer très vite. Je peux vous dire que dans des 2 gros pays pilotes aujourd'hui, des équipes data, c'est plus de 65 personnes, je crois, en Chine. Ça sera à peu près le même acabit dans un pays comme les États-Unis. D'accord. Une autre question dans la salle, monsieur? C'était un peu dans la même veine. Mon impression est que la data fait exploser un peu les frontières de la finance et fait rapprocher le département financier du marketing et des ventes notamment. Est-ce que vous partagez cette perception? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la data est beaucoup utilisée au niveau du marketing et des ventes. Et quand on vous écoute aujourd'hui, vous parlez énormément de vente et de marketing. Donc on sort un peu du PNL pur et des aspects purement techniques financiers. Non, mais vous avez tout à fait raison. Et pour nous, c'est, à titre personnel, et c'est un peu
le message que je porte dans mes équipes. On est en fait en train de vivre un nouveau paradigme où, si vous voulez, je suis persuadé aujourd'hui qu'il faut moins penser PNL, compte d'exploitation et plus création de valeur. C'est comme ça qu'il faut poser les termes, réfléchir en termes de création de valeur. Parce que c'est ça le nouveau paradigme, si vous voulez. Aujourd'hui, vous avez des modèles, on le voit bien d'ailleurs dans les startups, il y a des startups qui sont capables de générer des valorisations en bourse énormes, alors qu'ils ne produisent pas un seul euro aujourd'hui de profit. D'accord ? Donc on voit bien qu'en pensant création de valeur, on déplace les terrains de bataille, et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et moi, j'aborde la data aussi comme une énorme source de création de valeur. Peut-être pas encore aujourd'hui facile à mesurer, mais je suis convaincu que dans l'avenir, on aura de plus en plus de modèles économétriques qui vont nous aider à réfléchir sur cette notion de valeur. Je parle de la data, je pourrais parler bien sûr de tout ce qui tourne autour des sujets sociétaux, environnementaux, parce qu'en fait, quand vous y pensez, un compte d'exploitation, ça reflète qu'une petite partie des choses. Ça ne mesure pas l'empreinte carbone, ça, dans le bilan, ça ne mesure pas le capital humain, et on a du mal aujourd'hui, enfin même à l'échelle d'un groupe comme le nôtre, de mesurer de façon précise ce que peut nous apporter la data, mais on est en train de progresser tous les jours sur ces registres-là. Et forcément, la technologie aujourd'hui fait que certains métiers, je pense notamment à la comptabilité, est en train de complètement basculer dans un autre domaine. Il faut absolument réallouer les ressources. Et c'est aujourd'hui, moi, ma première préoccupation en termes de ressources humaines va aujourd'hui à la data. Donc c'est très clairement. Et donc le territoire d'une direction financière est vraiment en train de changer. Je pense que ça va aller assez vite dans les 5 à 10 années à venir. On a défini, par exemple, dans notre cas, les domaines prioritaires. On en a 7. Et je peux vous les dire, c'est le développement durable, la data, les technologies. Donc moi, j'ai dans mes équipes une équipe de transformation qui pense technologie pour la finance au quotidien. Avec une Chief Transformation Officer, et Hélène Doré, qui est intervenue à plusieurs reprises. Pourquoi ? Parce que, bon, c'est peut-être pas le débat aujourd'hui, mais les crypto-monnaies, elles sont déjà là. Les NFT, le playground est déjà en train de se développer. Le métaverse, on en parle, mais on ne sait pas très bien vers où ça va évoluer. Et donc, il faut... Voilà, ces terrains qui demain seront créateurs de valeur, il faut déjà mettre des ressources déjà pour voir un petit peu comment ça fonctionne, parce que ça va aller très très vite. Jean-Claude ? Oui, juste donner aussi une illustration dans un tout autre domaine. Donc, côté Enedis, il se trouve qu'on a beaucoup de spécialistes de la data pour le domaine financier pur. Alors pourquoi ? Parce que quand on distribue l'électricité, il y a une différence entre l'énergie qui est injectée dans nos réseaux et l'énergie qui est soutirée par nos clients. Et cette différence sont les pertes qu'il y a dans les lignes. Ces pertes, ça correspond à un enjeu financier relativement important parce qu'on doit les approvisionner sur les marchés. Donc déjà, il faut qu'on ait une bonne estimation de ces pertes ex ante et ex post. Et par ailleurs, pour estimer ces pertes, il faut de l'expertise data. Parce que on sait à peu près facilement ce qui a été injecté par des fournisseurs dans les réseaux. Pour le soutirage, c'est beaucoup plus compliqué. Quand vous adressez à 40 millions de points de consommation, il y a un certain nombre de ces points qui sont profilés selon des profils statistiques, etc. Bon. Cet usage massif de la donnée, cette reconstitution des flux, ça nécessite de l'expertise dans le domaine de la data. Et donc, on a un certain nombre de gens qui font ça pour le compte de la direction financière, avec des enjeux qui sont de plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Donc voilà, ça c'est pour donner un exemple qui fait que dans notre société, des data analystes et pas data scientists, mais data analystes essentiellement, on en a un certain nombre qui sont dédiés à la fonction financière. Adrien, un petit mot de conclusion ou de recommandation de faire ou ne pas faire en matière de data ? Moi, ma principale recommandation, et ça va aller dans le sens de votre question, c'est de surtout relier ça à des enjeux métiers, que ça ne reste pas au niveau de la direction financière ou au niveau de la DSI. Certains groupes portent la data au niveau de la DSI et pas au niveau de la direction financière. Et les projets auxquels j'ai pu participer, qui ont eu en fait les succès les plus importants, c'est des projets pour lesquels il y avait vraiment un alignement entre les métiers et finalement les personnes en charge des projets data.
Aligner ces deux projets, ça permet aussi d'aller chercher les bons budgets, de ne pas faire des budgets à minima, parce qu'on va relier ça à de la croissance, on va relier ça à de la réduction de coûts, on va relier ça à de la plus grande efficacité, et donc ne pas faire de ce projet juste un projet data pour la data, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est vraiment ce que cela va apporter à l'entreprise. La donnée, c'est le fonds de commerce, en fait. La donnée, c'est le fonds de commerce, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a pas mal de projets pour essayer de valoriser le capital donné des entreprises, pour l'inscrire au bilan. Toutes les sociétés collectent cette donnée. Cette donnée, elle a de la valeur, sauf qu'aujourd'hui, elle est très compliquée à monétiser. On a une dernière question en ligne, Céline. Oui, alors une question pour messieurs Babul et monsieur Laroche. Comment sont gérés les arbitrages entre la DSI et la DAF, gestion des priorités, data, sécurité des données? Bon, alors c'est une question à 30 secondes. Écoutez, je vous rassure, c'est géré en très bonne intelligence. Exactement. Et je crois que ces deux métiers très importants dans nos entreprises ont bien sûr des intérêts qui convergent. Quand on parle de cybersécurité, je veux dire que là, c'est un no-brainer, comme disent les Américains. Il est évident qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas investir sur la cyber et de protéger nos données et notre activité. Et en général, franchement, il y a vraiment une très forte convergence entre les DSI et les directions financières. Enfin, en tous les cas, celles que je connaisse. Merci Jean-Claude. Oui, mais il se trouve que, alors moi je vais parler d'Enedis là en l'occurrence, le lien avec la direction financière, entre la DSI et la direction financière est très fort et j'allais dire excellent face à des métiers qui sont plutôt en demande infinie, disons, de systèmes d'information. Et donc ça nécessite de prioriser, d'avoir une estimation de la valeur et tout, et ça c'est un travail qui est mené en commun avec la direction financière. Typiquement, les directions des systèmes d'information sont parfois confrontées, pas dans tous les groupes, mais dans un certain nombre de groupes, à ce qui s'appelle la tragédie des communs ou la tragédie des biens communaux. C'est bien connu en économie depuis le 19e siècle. Grosso modo, vous êtes dans une commune, vous avez un pré, et puis vous avez plusieurs éleveurs autour, et puis tous les éleveurs, évidemment, veulent faire grossir leur cheptel, mais ils veulent tous aller brouter dans le même pré. Et comment ça se gère? Une affaire comme ça, comment ça se gère? Comment ça se régule? Et le DSI tout seul ne peut pas y arriver si il ne travaille pas en étroite symbiose avec le directeur financier, à la fois pour être capable de faire comprendre à tous les acteurs qu'il y a une priorisation à effectuer. Il faut que cette priorisation elle soit juste, elle soit équitable et elle soit surtout fondée sur la valeur que l'entreprise globalement en tire. Et donc cette estimation de la valeur, elle est centrale dans la priorisation. Voilà, d'où l'importance de penser création de valeur. Voilà. Et donc c'est souvent traité aussi dans des comités d'investissement où tous les projets défendent le retour sur investissement, même qualitatif. Ok, ben je pense que je vais conclure. J'ai plein de remerciements à donner. Alors tout d'abord, je finirai. Il y avait une question? Une petite dernière. Pardon. Bonjour messieurs, Marie-Louise Bigot. Marie-Louise. Donc les volumes stratosphériques de data que traitent vos grands groupes sont tous traités dans des data centers qui émettent une chaleur assez impressionnante qui donc consomment aussi de l'énergie pour réguler cette chaleur. Est-ce que dans vos objectifs data, dans votre stratégie data, il y a justement la question de l'empreinte carbone des data centers qui traitent vos données et comment concrètement adressez-vous ce point? Merci. Peut-être, je vais vous renvoyer aux publications qu'a faites le SIGREF, qui sont en ligne sur son site sigref.fr, sur tout un travail qui est mené sur ces questions de sobriété numérique, qui sont centrales dans les activités du numérique, qui vont le devenir de plus en plus, parce que le numérique globalement dans le monde représente quasiment 4% des émissions de gaz à effet de serre. On n'est pas loin du transport aérien et c'est plutôt en très forte croissance. Donc la question de savoir comment on limite les émissions du secteur du numérique lui-même, c'est une question centrale, mais aussi comment le numérique va aider à réduire les émissions des autres activités. Pour reprendre l'exemple que vous avez cité, les data centers, si je prends l'exemple des adhérents du SIGREF, quand on regarde bien les sources d'émissions, ce n'est pas les data centers qui sont les principales sources d'émissions. Les principales sources d'émissions, c'est le matériel.
et l'approvisionnement du matériel. C'est-à-dire que grosso modo, si vous augmentez d'un an la durée de vie de vos machines en data center et de vos ordinateurs personnels ou de vos smartphones et que vous ne cherchez pas à avoir le dernier cri, vous allez gagner de façon très substantielle en empreinte carbone. Et évidemment, il y a des questions sur les data centers, évidemment, mais ces questions-là, elles sont déjà largement, enfin, j'allais dire, prises en compte, prises en main. Elles ne suffiront pas parce que le nombre de données est en pleine explosion, mais cela étant, c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Dans une entreprise, disons, lambda, ce qui est lié au matériel, à ces chaînes d'approvisionnement, etc., c'est grosso modo, c'est 70% des émissions, quoi. Christophe ? Non, mais c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je parlais des enjeux d'environnementaux sociaux, donc forcément, c'est beaucoup plus d'ailleurs que les data centers. Pour nous, c'est un épiphénomène. C'est surtout l'usage qu'en font les utilisateurs. Quand vous avez 6 milliards de personnes qui ont des mobile phones et qui passent des heures derrière, je peux vous dire que c'est là que se trouve le problème. Et donc, c'est même dans la conception aujourd'hui, dans la conception de nos sites, dans la conception des contenus. Et je pense notamment récemment à la conception du dernier rapport annuel qui est disponible sur notre site. Il est éco-conçu, c'est-à-dire qu'on réfléchit en amont sur la luminosité qu'on va devoir avoir lorsqu'on va utiliser ce site-là sur un ordinateur, sur un smartphone. Et c'est aujourd'hui l'attention est portée là-dessus. C'est sur l'usage que font nos consommateurs du digital, puisqu'on est un très gros producteur de contenu. Et donc, lorsqu'il y a 1,5 milliard de vues sur Google sur l'ensemble de nos marques, c'est de s'assurer que l'empreinte digitale de ces 1,5 milliard de lectures va être diminuée dans l'avenir par rapport à ce qu'elle produit aujourd'hui. Donc c'est un enjeu, c'est pas le plus important bien sûr, mais c'est déjà au cœur de notre stratégie aujourd'hui digitale, c'est de mesurer, de diminuer l'empreinte. Ok, pas de commentaire, Adrien, c'est bon ? Ok. Alors, je voulais remercier un certain nombre de personnes et je finirai par notre panel. Remercier bien sûr tous les bénévoles, tous les permanents qui font que les rencontres du digital peuvent avoir lieu. Remercier tous les partenaires, bien sûr Altares ici, mais aussi les 5 autres que vous avez vus, c'est-à-dire RSM qui va suivre, Esker, Lucanet, Proactis, Sage. Là encore, ça permet de construire ces retours d'expérience. Donc merci à vous. Vous dire également qu'on a un groupe de travail commun, DFCG, SIGREF, sur la performance financière, et c'est beaucoup de débats sur ce que c'est que la performance financière par rapport à la performance tout court des DSI. Donc on publiera quelque chose à la fin de l'année. Donc on a une 40aine de personnes qui sont impliquées dedans. Quoi d'autre que la prochaine session elle sera à 9h45 sur la digitalisation dans les PME et les ETI. Et enfin, tout seigneur, tout honneur, merci à vous. Une remarque par rapport au CFO. Donc merci Christophe pour avoir bousculé votre agenda et pour être présent ici. Merci Jean-Claude pour le double témoignage SIGREF et Enedis, et puis Altares pour ses retours d'expérience. Donc on peut peut-être les applaudir. Un dernier message sur la diversité. J'encourage nos amis dirigeants de finance gestion d'accepter mes invitations qui sont tout à fait honnêtes. Et j'ai essayé de faire un panel équilibré, je n'ai pas réussi, mais je suis sûr que j'y arriverai grâce à cet appel. Donc merci à toutes de vos témoignages et de ces retours d'expérience. C'est aussi important pour nos pairs, mais c'est aussi important pour vos équipes. Donc merci beaucoup. À bientôt.